Une semaine après ce fameux dîner, mon téléphone a sonné et mon corps a réagi avant même que mon cerveau ne comprenne ce qui se passait. Mon estomac s'est noué et mes épaules se sont contractées car je savais déjà ce que c'était. Ma fille hurlait au bout du fil, elle ne pleurait pas, c'était de la panique pure. « Ils mentent maman, dis-moi qu'ils mentent », criait-elle tandis qu'un bruit de fracas retentissait en arrière-plan, peut-être un tiroir ou une porte, je ne saurais le dire. Je n'ai pas répondu et je suis resté là, planté devant ma valise posée contre le mur, toujours fermée, avec cette fine couche de poussière sur un coin là où elle avait heurté le sol quand je l'avais lâchée. Elle sentait vaguement le vieux placard ou peut-être était-ce juste ma mémoire qui me jouait des tours. Camille continuait de parler, les mots se bousculant dans sa bouche, disant que les gens de l'agence étaient là, qu'ils disaient que la maison ne nous appartenait plus, qu'il fallait partir. J'ai laissé le silence s'étirer, plus longtemps que la politesse ne l'exigeait et plus longtemps que la gentillesse ne le permettait, puis j'ai raccroché. Je sais ce que cela laisse paraître, que c'est froid, peut-être même cruel, mais quelque chose en moi s'était éteint, comme une porte qui s'était déjà refermée pour de bon. Je m'appelle Valérie Beaumont et j'ai 64 ans. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement courageuse, je suis juste fatiguée qu'on me pousse à bout et de devoir faire semblant que cela ne me blesse pas. J'ai repoussé la valise contre le mur du bout du pied et la fermeture éclair a produit ce petit bruit métallique et sec. Une semaine plus tôt, je dressais encore la table dans ma propre maison près de Lyon, pensant que nous allions simplement partager un dîner en famille. La semaine précédant cet appel, je cuisinais encore comme si tout était normal, avec un rôti de bœuf au four et des pommes de terre qui bouillaient depuis trop longtemps parce que j'avais la tête ailleurs. Le minuteur n'arrêtait pas de sonner et je continuais d'appuyer sur stop machinalement. La maison sentait la viande et le romarin, une odeur rassurante, presque convaincante. Ils sont entrés ensemble, ma fille Camille en tête et son mari Julien juste derrière elle. Ils ne m'ont pas embrassé sur la joue et n'ont pas demandé si j'avais besoin d'aide pour le service. Ils rôdaient près du plan de travail, chuchotant et consultant leur téléphone, échangeant des regards comme s'ils étaient en retard pour un rendez-vous bien plus important que ce repas. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier en disant que le dîner était presque prêt. « Super », a marmonné Camille sans lever les yeux de son écran. Nous nous sommes assis, les assiettes étaient pleines mais les fourchettes restaient posées sur la nappe car personne ne commençait à manger, ce qui aurait dû être mon premier avertissement. Elle s'est raclée la gorge, non pas par nervosité mais avec un ton très organisé. « Voilà, on en a discuté tous les deux », a-t-elle commencé, tandis que Julien s'adossait à sa chaise, les bras croisés, les yeux balayant déjà la pièce comme s'il prenait des mesures. « Ce projet professionnel est très urgent », a-t-il ajouté sur le ton d'un cadre briefant un client important. J'ai attendu, laissant cette pause s'éterniser car il ne semblait pas pressé de ménager mes sentiments. « On a besoin de la chambre principale », a continué ma fille d'une voix calme. « Ce serait parfait pour en faire un bureau spacieux, on ne peut plus travailler sur la table de la salle à manger avec tous nos dossiers. » J'ai laissé échapper un petit rire nerveux malgré moi. « Vous voulez ma chambre ?» ai-je demandé. « C'est tout à fait logique », a coupé Julien, « c'est là qu'il y a la meilleure lumière et le plus d'espace, et honnêtement, tu n'as pas besoin de tout ce volume pour toi toute seule. » Camille a acquiescé d'un signe de tête rapide. « C'est simple, tu peux prendre la chambre d'amis au sous-sol ou alors tu peux emménager ailleurs si tu préfères. » C'était dit comme ça, sans émotion et sans excuse. J'ai posé ma fourchette et l'assiette a produit un petit cliquetis sec. « Ce sont donc mes seules options ?» ai-je demandé. Il a esquissé un mince sourire méprisant. « Ce serait mieux si tu étais parti d'ici demain car nous avons des artisans qui viennent pour les devis de rénovation. » J'ai regardé ces deux personnes intensément. La mâchoire de Camille était serrée, déterminée, comme si elle avait répété cette scène dans la voiture. Julien, lui, était détendu et confiant, comme si cette maison lui appartenait déjà de plein droit. Je n'ai pas élevé la voix et je n'ai pas pleuré. J'ai juste demandé s'ils avaient déjà pris leur décision et elle n'a pas hésité une seconde en répondant oui. J'ai repoussé ma chaise et les pieds ont grincé bruyamment sur le carrelage, mais personne n'a essayé de me retenir ou d'adoucir la situation. Plus tard, seul dans ma chambre, je me suis retrouvé debout avec un pull à la main en pensant qu'au fond, il ne me demandait même pas de partir, il m'en informait simplement. Je n'ai pas argumenté, et c'est la partie que les gens ont du mal à croire plus tard. Je les ai juste observés. Ma fille gardait les yeux fixés sur son assiette, remuant ses aliments comme si c'était important, tandis que son mari s'étalait sur sa chaise, une cheville posée sur le genou, déjà trop à l'aise. Ils n'attendaient pas ma réaction, ils attendaient ma soumission. Comme je restais silencieuse,
elle a pris cela pour une autorisation. Ce n'est pas comme si tu avais vraiment contribué financièrement à l'entretien de cette maison ces derniers temps, a-t-elle lâché. C'était une remarque chirurgicale, propre, comme si elle l'avait gardée en réserve pour le moment opportun. J'ai senti ma mâchoire se bloquer, non pas de colère, mais sous l'effet d'un sentiment plus froid, comme un interrupteur qu'on éteint. Julien a enchaîné rapidement en disant qu'il fallait être pragmatique, que j'avais vécu ici gratuitement et qu'ils étaient en train de bâtir quelque chose, que c'était simplement l'évolution naturelle des choses. Évoluer, j'ai presque ri. Il a continué, les mains ouvertes sur la table. C'est raisonnable, nous couvrons les frais futurs et tu gagnes en stabilité, c'est honnête. J'ai hoché la tête une fois, non pas pour marquer mon accord mais pour accuser réception de ses paroles. J'avais besoin de voir jusqu'où ils iraient. Ma fille m'a enfin regardé et ses yeux n'étaient pas cruels, ce qui était pire, ils étaient résolus, comme si j'avais déjà été effacé de la maison dans son esprit. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une discussion spontanée mais une mise en scène répétée et chronométrée. Je suis resté là plus longtemps que nécessaire, savourant ce moment de clarté brutale. J'aurais voulu ressentir quelque chose de plus fort, de plus bruyant, mais ce que je ressentais était une lucidité tranchante. Avez-vous déjà réalisé que vous n'étiez pas dans la dispute que vous pensiez avoir? C'était exactement ça. J'ai plié ma serviette lentement et avec soin. Très bien, leur ai-je dit, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'en avais fini de prétendre que c'était encore une conversation. Je suis monté à l'étage et j'ai fermé la porte, sans la claquer. J'ai sorti ma vieille valise du placard, celle dont les roues grincent si on tourne trop vite. J'ai fait mes bagages lentement, exprès. Quelques chemises, 2 paires de chaussures, des chaussettes mal roulées parce que mes mains tremblaient et que je n'avais pas envie de recommencer. J'ai laissé tout le reste derrière moi, le canapé que j'avais payé, la télévision, la machine à café que ma fille utilisait chaque matin comme si elle lui avait toujours appartenu. Je pouvais déjà imaginer la version de cette histoire qu'ils allaient se raconter, celle où je serais la voleuse, la mélodramatique, celle qui prend des choses qui ne lui appartiennent pas. Je ne leur ai pas donné ce plaisir. Je suis passé une dernière fois devant le salon et mon gendre a levé les yeux de son téléphone. « Tu le fais vraiment ?» a-t-il demandé. « Oui » ai-je répondu. Il a haussé les épaules en ajoutant qu'il ne fallait pas faire de vagues. Cela m'a presque fait sourire. J'ai pris le dossier caché au fond de mon tiroir, juste quelques feuilles de papier contenant mes papiers d'identité, une copie de l'acte de propriété, une clé de secours et quelques reçus que je n'avais jamais jetés. Habitude ou instinct? Difficile à dire. Ma fille ne m'a pas raccompagné jusqu'à la porte, elle est restée à table, faisant défiler des pages sur son écran, déjà ailleurs. Je suis sorti et j'ai tiré la porte derrière moi sans marquer de pause ni jeter un dernier regard. La fermeture éclair a accroché une demi-seconde quand j'ai soulevé la valise, un bruit de métal sec et définitif. Je suis parti ce soir-là parce que rester une heure de plus aurait donné l'impression que j'avais besoin de leur permission pour exister. Les gens assument souvent des choses sur vous quand vous vieillissez, ils pensent que vous oubliez, que vous vous ramollissez, que vous cessez de vérifier les détails. Après ma retraite, j'avais vendu ma maison précédente sans précipitation, observant les chiffres et attendant le bon moment. Quand l'offre idéale est arrivée, j'ai accepté une vente nette et sans drame. J'ai utilisé cet argent pour acheter cette maison de Lyon comptant, sans hypothèque ni co-emprunteur. Elle était à moi. Ma fille était alors fraîchement mariée avec de grands projets et elle avait dit avoir besoin d'un endroit pour 1 an ou 2, cette phrase classique. Je lui avais dit qu'elle pouvait y loger, mais pas en être propriétaire. Nous avions tout mis par écrit devant un notaire, une convention d'occupation révocable qui lui donnait le droit d'occuper les lieux, mais me donnait le droit de mettre fin à cette occupation avec un préavis de 30 jours pour n'importe quelle raison, notamment en cas d'irrespect. À l'époque, elle avait levé les yeux au ciel en se demandant pourquoi j'étais si formel puisque nous étions une famille. J'avais répondu que c'était justement pour cela que tout devait être clair, une réponse qu'elle avait détestée. J'ai toujours gardé mes papiers, mes contrats et mes enveloppes, non pas par peur, mais parce que c'est toujours la mémoire qu'on accuse quand l'argent disparaît. J'ai appris cela à mes dépens il y a des années en regardant ma propre mère perdre des procès alors qu'elle avait raison. Mon gendre m'avait même taquiné une fois alors que je triais mes dossiers en me demandant si je gérais une banque, riant d'un air moqueur en disant que personne n'en voulait à mes affaires. Je ne corrige jamais les gens quand ils me sous-estiment, je les laisse savourer leur sentiment de supériorité. Quand la question de la propriété est revenue sur le tapis, ma fille avait insisté pour que son nom soit ajouté sur l'acte,
prétextant que ce serait plus simple. Plus simple pour toi, oui, avais-je répondu. J'avais rangé le document dans son enveloppe avec soin en lui disant que je le garderais à mon nom, juste au cas où la vie prendrait un tournant inattendu. Elle m'avait traité de dramatique et lui de trop prudente, mais il s'était installé quand même. Le truc, c'est que je n'ai rien caché. Je ne les ai pas piégés. La vérité était là, noir sur blanc, avec les signatures et les dates, mais ils ont simplement arrêté de regarder. Ils ont commencé à appeler cela « notre maison », puis « leur maison », finalement, et ils ont fini par me parler comme si j'étais une invitée encombrante. Au moment où je suis parti avec ma valise, le titre de propriété était exactement là où je l'avais laissé. J'ai été informé de leur projet de prêt par une voisine indiscrète mais bienveillante qui m'a appris que Julien parlait d'utiliser la maison comme garantie pour un gros projet financier. Je n'ai pas réagi, je l'ai remercié et j'ai raccroché. Quelques jours plus tard, mon gendre a appelé pour la première fois depuis mon départ sur un ton trop mielleux, disant qu'il voulait me tenir au courant, car ils exploraient des options de financement en utilisant la propriété. J'ai laissé un silence peser avant de demander de quelle propriété il s'agissait. La maison, a-t-il répondu comme si c'était une évidence, ajoutant que c'était un actif et que ce serait temporaire, que je ne m'en rendrais même pas compte. J'y habite encore légalement, lui ai-je rappelé. Pas vraiment en ce moment, a-t-il répliqué avec assurance, ajoutant qu'elle serait de toute façon bientôt à eux. Je ne l'ai pas corrigé. Ma fille a rejoint la ligne, la voix enjouée, me disant de ne pas stresser, que c'était normal et qu'il avait déjà fait cela auparavant. C'était vrai, Julien aimait les leviers financiers et les raccourcis, il aimait avancer vite et s'excuser plus tard, si tant est qu'il s'excuse un jour. Il m'a dit qu'il avait juste besoin de quelques signatures, des trucs standards, et je lui ai demandé de m'envoyer les papiers. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon notaire, le même depuis des années, celui qui se souvient toujours des détails parce que c'est son métier. Je lui ai demandé de surveiller la situation de près et il a accepté sans poser de questions. J'ai souri une seule fois en pensant qu'il croyait avoir l'avantage de la vitesse et du mouvement. J'ai envoyé par mail l'acte de propriété, la convention d'occupation et une chronologie simple des faits, qui avaient emménagé, quand j'étais parti, sans fioriture. J'ai ajouté une note sur une possible tentative d'emprunt sans autorisation. Mon notaire m'a rappelé quelques minutes plus tard pour confirmer que la maison était entièrement mienne, sans aucun transfert ni hypothèque enregistrée. Votre fille n'a aucun droit de propriété, juste une autorisation d'occupation, a-t-il précisé. Il m'a demandé s'il devait intervenir, mais j'ai répondu, pas encore, car je voulais voir jusqu'où ils iraient. S'ils essayaient de falsifier des documents, je voulais que ce soit consigné. J'ai raccroché et j'ai posé le téléphone sur la table, ma main a tremblé une seule fois, j'ai appuyé ma paume contre le bois jusqu'à ce que ça s'arrête. Je sais que cela semble froid et stratégique, mais si j'étais retourné les voir pour les confronter, ils auraient simplement ajusté leur tactique et couvert leurs traces. Parfois, la seule façon de voir la vérité est de lui laisser l'espace nécessaire pour se manifester. Je suis resté silencieuse et ils ont pris mon silence pour de l'absence. C'est ainsi que j'ai su que tout s'était déroulé exactement comme prévu. Une voisine m'a raconté plus tard, avec ce ton rapide de ceux qui ne veulent pas avoir l'air de commérer, qu'ils avaient organisé une sorte de pendaison de crémaillère avec quelques amis, du vin et des rires. Je pouvais imaginer Camille jouant les hôtesses avec ce sourire poli qu'elle utilise quand elle veut paraître généreuse, disant à tout le monde de s'installer confortablement. Julien, lui, menait la danse, montrant la chambre principale qui allait devenir son bureau, le meilleur endroit de la maison selon lui. Personne n'a demandé où j'étais et cette partie a fait plus mal que prévu, une douleur sourde. Quand un invité a mentionné mon absence, Camille a simplement répondu avec légèreté que j'avais voulu reprendre mon indépendance. Il ne savait pas que les papiers de vente de la maison étaient déjà signés auprès d'un autre acheteur et que le compte à rebours avait commencé. Il ne savait pas à quel point une maison peut devenir silencieuse juste avant de changer de main. Le jour J, je n'avais pas prévu de repasser à la maison, mais mon notaire m'a appelé pour me dire que c'était fait et qu'il allait sur place pour remettre l'avis d'expulsion. Je l'ai rejoint immédiatement. Il était là, dans la cuisine, impeccable dans son costume, avec son dossier ouvert. Ma fille lui faisait face, les bras croisés, avec un sourire méprisant en disant que c'était inutile et qu'il ne pouvait pas entrer ainsi. « Si, je le peux, et je l'ai fait », a-t-il répondu calmement en faisant glisser le document sur le comptoir. La vente a été finalisée ce matin. Elle a ri nerveusement en disant que c'était un joli bluff,
mais sa bouche s'est arrêtée de bouger au milieu de la lecture de la page. « Ce n'est pas possible, a-t-elle chuchoté. Julien s'est avancé et a arraché le papier des mains de sa femme, le parcourant trop vite, son visage devenant rouge par plaques. « Vous êtes en train de me dire que la maison est vendue » a-t-il hurlé. « Légalement, oui » a répondu le notaire. Camille a explosé en disant que je n'avais pas le droit, que je n'étais pas la propriétaire. La pièce s'est remplie de cris, de bruits de chaises que l'on bouscule. Julien s'est approché du notaire d'un air menaçant, mais c'est à ce moment-là qu'on a frappé à la porte de manière ferme. J'ai vu les gyrophares à travers la fenêtre. Mon notaire n'était pas venu seul, il avait demandé une assistance policière pour s'assurer que la transition se ferait sans violence. 2 policiers sont entrés sans précipitation, observant les visages rouges et les papiers sur le comptoir. Camille s'est écrié qu'il y avait une violation de domicile et une fraude, mais le notaire a laissé parler les documents. Il a sorti une copie certifiée de l'acte et a pointé du doigt une demande de prêt trouvée sur le comptoir. « Monsieur, vous avez soumis cette demande frauduleuse par voie électronique hier, ce sont des documents non autorisés avec une signature falsifiée, nous déposons plainte pour usurpation d'identité immédiatement » a déclaré le notaire. Julien s'est figé, prétendant que c'était hors sujet, mais le policier a répondu qu'il fallait établir un rapport. C'est à ce moment que je suis entré dans la cuisine sans m'annoncer. Le visage de ma fille est passé du choc à l'espoir. « Maman, dis-leur que c'est une erreur » a-t-elle supplié. J'ai regardé le document sur le comptoir avec mon nom bien en vue. « La maison est à mon nom et je l'ai vendue » ai-je dit d'une voix qui ne tremblait pas. Julien m'a regardé comme si j'étais une parfaite étrangère. « Tu ne peux pas faire ça. »« C'est déjà fait » ai-je répondu. La pièce est devenue silencieuse, d'un silence vide. Le notaire a refermé son dossier en leur rappelant que le préavis de 30 jours que j'avais signifié le mois dernier avait expiré à minuit. La maison n'appartient plus à Valérie et vous n'avez plus le droit d'y rester, les nouveaux propriétaires arrivent avec les déménageurs dans 2 heures. Camille a tendu la main vers moi mais l'a laissé retomber dans le vide. Je suis resté là une seconde de plus, juste assez pour sentir que quelque chose s'était brisé définitivement, puis j'ai tourné les talons et je suis sorti. Le représentant des acheteurs est venu le lendemain matin pour leur accorder un ultime délai de 24 heures avant que les serrures ne soient changées. Ma fille m'a appelé et mon téléphone a vibré de plus en plus fort. J'ai répondu au bout de la 3e sonnerie. Elle pleurait, me suppliant de dire que c'était un mensonge, que les déménageurs étaient là et que ce n'était pas réel. Je me suis appuyé contre le comptoir de mon nouvel appartement en pressant mon pouce contre l'arête du meuble pour ne pas faiblir. « C'est réel » lui ai-je dit. J'entendais Julien hurler mon nom comme une insulte en arrière-plan. « On peut s'arranger maman, tu trouves toujours une solution » a-t-elle tenté. Je lui ai rappelé que je lui avais proposé ma chambre et qu'elle m'avait poussé au sous-sol. Il y a eu un silence, ce genre de silence qui ne cherche pas à comprendre mais qui cherche une nouvelle faille. « On est une famille, tu ne peux pas nous laisser comme ça » a-t-elle fini par dire. J'ai revu ma valise poussiéreuse. « Je n'enverrai pas d'argent, je n'appellerai personne et je ne reviendrai pas » ai-je conclu avant de raccrocher. J'ai posé le téléphone face contre table. Dehors, un camion reculait quelque part avec son bip sonore régulier et impatient. Je me suis assise à la petite table de ma location et j'ai mangé une tartine debout, sans cérémonie. Je ne me sentais pas soulagé, je me sentais juste libéré. J'avais déjà emménagé dans un petit appartement calme à l'autre bout de la ville, carton par carton, pendant qu'il prenait les mesures de ma chambre pour un bureau qu'il ne posséderait jamais. Mon nom, mes règles. Ce soir-là, j'ai dîné seul, une soupe toute simple, sans avoir à me justifier auprès de qui que ce soit. Mon téléphone s'est éclairé une fois, son nom est apparu, appel manqué. Je l'ai retourné et j'ai continué à manger. Voici ce que j'ai appris à la dure, l'amour sans limite finit par devenir une autorisation à vous piétiner, et cette autorisation finit par vous effacer complètement. Être une mère ne signifie pas être un plan de secours pour des gens qui ne feraient rien pour vous protéger.